priori, on est live. Bonjour à tous, est-ce qu'il y a du monde? Salut Thomas. Salut Olivier, bienvenue pour ce nouveau webinaire France DevOps. Je vais juste vous demander de me valider dans le chat que tout le monde m'entend bien. Impeccable. Donc aujourd'hui, nous recevons Olivier Dupré, architecte chez Sogeti, qui va nous parler de l'implémentation de SRE chez Google dans le cadre de la démarche DevOps. Quelques infos logistiques pendant la présentation. Vous pouvez poser vos questions juste à côté du chat. Vous pouvez voter pour les questions qui ont déjà été posées et on répondra aux questions à la fin de la présentation. Olivier aura quelques dizaines de minutes pour y répondre. Olivier, je te laisse la main, c'est à toi. The floor is mine. Ok, je prends. Merci Thomas pour l'intro. Il a déjà dit et vous avez vu mes contacts si vous voulez prendre contact et si vous voulez, c'est avec plaisir. Nous sommes là aujourd'hui pour parler de SRE, SRE également, enfin en version longue, Site Reliability Engineering, ou une autre façon de le présenter et qu'utilise Google eux-mêmes, c'est Class SRE Implements DevOps. Donc on va voir et on va filer tout au long de cette présentation justement un petit peu les points d'accroche entre SRE et DevOps et en quoi c'est une implémentation et comment SRE supporte DevOps. Alors, avant d'aller plus loin, je pense si on dit qu'on supporte DevOps, on va commencer par reposer la base, même si vous êtes tous là sur un site France DevOps, vous avez tous au moins une vague idée de ce qu'est DevOps, a priori. Mais donc, pour reposer un peu les bases, bon, on connaît tous les différentes images qui apparaissent là, le signe de l'infini, le fait qu'on ait des boucles qui s'enchaînent en DevOps et différentes définitions qui se recoupent quand même hein, globalement. Celle que je préfère, c'est celle qu'on a en plein milieu ici et qui vient de Don Brown chez Microsoft et qui nous dit DevOps, c'est l'union des personnes, des process et des produits pour délivrer de la valeur à nos clients finaux ou à nos utilisateurs finaux. Et c'est pour moi clairement la clé et c'est autour de ça que s'articule SRI, cette livraison de valeur à nos utilisateurs et qui va faire que nos utilisateurs sont heureux d'utiliser notre produit et donc reviennent et continuent de l'utiliser. C'est ça qui a du sens pour eux. Et DevOps, l'intro, là, l'union de personnes, de process et de produits, et on va voir que SRI vient vraiment dans cette mouvance-là. On n'est pas simplement sur cette image réductrice de briser le mur entre les devs et les ops. C'est plus que ça. C'est plus que ça. SRI et même DevOps de manière générale, c'est plus que ça. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime particulièrement cette définition de Don Brown. DevOps, on a vu ce que c'est. Si on vient maintenant focus un petit peu plus sur SRI et on va commencer par un bref historique. SRI, ça a quasiment 20 ans maintenant, hein, puisque c'est né au début des années 2000 chez Google. Hein, c'est un produit, une méthodologie Google dont je vous parle aujourd'hui. Et si on connaît un peu l'histoire de DevOps, lui, ça apparaît la première fois dans le vocabulaire euh, ça apparaît en 2008. Donc, c'est quelque chose qui apparaît 5 ans après SRI. Et pourtant, on a les mêmes objectifs. Donc, on voit une maturité qui arrivait chez DevOps, mais qui s'inspire aussi de choses qui se faisaient déjà chez Google. Et chez Google, ça a été introduit par Ben Traynor. Ben Traynor, qui est donc le fondateur du SRT, Site Reliability Team, et qui définit le SRI comme étant ce qui arrive à des tâches d'opération quand on les confie à des développeurs ou des développeuses. Donc, on est d'un côté des ops qui veulent de la stabilité et donc des choses qui ne bougent pas et c'est l'objectif de l'ops, hein, avoir un truc qui est stable, fiable, et de l'autre côté des ingés, pas ingés d'ailleurs, mais en tout cas des développeurs qui veulent amener des nouveautés et qui sont aussi payés pour ça. Hein, donc amener quelque chose de nouveau et faire bouger justement le site ou l'application. Et donc
qui sont par essence des feignants et qui vont automatiser un maximum de choses. Et cette automatisation, elle va venir justement bénéficier au côté Ops. Et cette intersection, c'est là que se trouve le SRI. Donc, en gros, et cette interprétation, c'est la mienne, hein, je dirais que le SRI, il fait 50% d'Ops et puis 50% de tout le reste. 50% d'automatisation, de mise à l'échelle et d'ajout de nouvelles fonctionnalités. Mais on reviendra un petit peu sur tout ce qui fait avec un peu plus de détails que cette vision assez haut niveau. Mais dans SRI, bon, je vous passe les définitions de site et d'engineering, il y a un mot central là qui est la reliability. Alors, qu'est-ce que c'est la reliability? Moi, ma vision et que j'aime partager, c'est justement ce côté comment on perçoit un site, à quel moment ou à quoi on pense quand on pense à un site qui est fiable. Ben là, je vous en ai mis 5 exemples, j'aurais pu en mettre des centaines, mais quand on pense à ces sites-là, c'est des sites où quand on leur demande quelque chose, ils nous le fournissent, ils nous le fournissent bien, ils nous le fournissent comme on l'attend, ils nous le fournissent dans des temps de réponse qui sont acceptables et tout ça. Et donc, c'est peut-être tout ça, cette image de reliability, cet ensemble qui fait que la perception qu'on a, elle est bonne et on a envie de revenir sur ces sites parce qu'ils marchent tout simplement et qu'ils font ce qu'on leur demande. Et quand on clique, ça met pas 3 heures à répondre et tout ça. Donc c'est peut-être un petit peu tout ça la reliability. Et Google a mis une phrase là-dessus en disant c'est la fonctionnalité la plus importante de n'importe quel système. Et je suis assez d'accord là-dessus. Votre système, il a beau donner toujours la bonne réponse s'il est disponible une fois sur deux, vous n'allez pas venir. Il a beau être disponible tout le temps, s'il donne une fois sur deux la mauvaise réponse, vous n'allez pas venir non plus. Donc on est vraiment à l'intersection d'avoir quelque chose qui marche souvent, à défaut tout le temps, et qui donne souvent la bonne réponse. Et on va voir pourquoi j'ai insisté sur ce terme de souvent. Donc maintenant qu'on a un petit peu une image de ce que va être cette reliability qu'on va cibler en tant que SRI, on va essayer de définir un vocabulaire commun qui nous permettra d'échanger et de se comprendre. Et donc, dans ce vocabulaire, je ne vais pas dessiner un dictionnaire complet. Hein. On va simplement se focaliser sur 4 termes. Le premier, c'est les SLI. SLI, c'est les Service Level Indicators. Dans d'autres domaines, on va parler de KPI qui vont avoir un peu la même logique. Un SLI, c'est une mesure, donc c'est un fait. C'est pas négociable, c'est pas discutable. On a mesuré ma requête, elle a mis 322 millisecondes à répondre. J'ai été capable de copier mes données 1 giga en 1 heure, ce qui me fait un débit à, je sais pas, je suis pas capable de le calculer de tête, mais c'est des choses très concrètes et donc non négociables, non discutables. C'est une mesure. Le SLO, le deuxième terme que je voulais partager, qui vient de SRI, c'est le Service Level Objective. Donc là, c'est une cible qu'on va poser sur notre indicateur. Donc on a dit qu'on avait mesuré quelque chose et maintenant on va poser des cibles. C'est pas nécessairement qu'une seule, mais ça peut être plusieurs cibles qu'on va poser sur notre indicateur. Donc on a dit qu'on mesurait par exemple notre temps de réponse sur une requête et on va définir une cible qui est de dire 90% de mes requêtes répondent en moins de 200 millisecondes. 95% de mes requêtes répondent en moins de 300 millisecondes. Et 99% de mes requêtes répondent en moins d'1 seconde. Donc ça, c'est différentes cibles qu'on va définir et qui vont nous permettre de mesurer et de se dire, OK, est-ce qu'on obtient une satisfaction utilisateur, ou pas, tout simplement. Le troisième qu'on a parmi les service level, c'est le service level agreement. Et c'est celui sur lequel je m'attarderai le moins et qui a vraiment le moins d'importance ici. Ce n'est rien de plus qu'un contrat. Un contrat entre un client et un fournisseur. Et en ce sens, bon, je suis cloud architecte, donc je fais souvent référence aux clouders, mais vous avez acheté un service auprès d'un des clouders, par exemple une VM, ils vont vous garantir qu'elle est disponible au moins à 99% du temps. Et dans votre service level agreement, ils vont simplement vous dire si elle est disponible entre 95 et 99, je vous rembourse 10% du prix. Si elle est entre 90 et 95, je vous rembourse 20% du prix. Et en dessous de 90, je vous rembourse 50% du prix mensuel. Et fin de l'histoire. C'est uniquement un contrat, mais on se perçoit bien évidemment que ce contrat-là,
et cet agreement qui est passé entre un fournisseur et un client, il est forcément relié à un objectif que se fixe l'entreprise en interne. Mais souvent, on galvaude le SLA en imaginant que c'est un objectif. Non, c'est juste un contrat. Et il y a un objectif qui, au contraire, lui, est fixé en interne, parfois de manière publique. Et Google les affiche publiquement, ces SLO, Azure et AWS, pour reprendre les deux autres gros clouders US, les affichent pas publiquement. Mais en tout cas, il y a nécessairement une corrélation entre les deux. Et enfin, le dernier terme qui va être un des facteurs clés pour notre SRI, c'est l'erreur budget. L'erreur budget, c'est pas du tout des dollars ou des euros. C'est un nombre d'erreurs qu'on accepte, ou un temps d'erreur qu'on accepte sur une période de temps donnée. Donc cette définition, si on y réfléchit un petit peu, on voit bien que c'est le corollaire de notre service level objectif. Si on a dit j'ai une cible à 90%, de 90% de fois où ma requête répond, tout simplement, où j'ai une réponse quand je requête, donc c'est ma disponibilité. Ça veut dire que le corollaire, je m'autorise jusqu'à 10% de fois où je ne réponds pas. 90%, c'est gros. Enfin, c'est très petit comme objectif, et donc 10% d'échecs, ça peut être assez important, mais ça va forcément dépendre de votre business. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on se donne le droit à l'erreur, et c'est une des clés du SRI. On a le droit à l'erreur, et ce droit à l'erreur, il va nous autoriser à faire des choses, et c'est comme ça qu'on va le construire, en fait, et qu'on va le consommer, ce droit à l'erreur. On va y revenir, on va le détailler un petit peu plus. Déjà, on va essayer de se définir, puisque l'erreur budget, c'est le corollaire du SLO. On va revenir sur cette définition de SLO, et on va essayer de se définir qu'est-ce que c'est qu'un bon SLO. Est-ce que si on se fixe un objectif à 100%, ça semble être un bon objectif? Est-ce que c'est l'objectif ultime à atteindre? Bon, évidemment, j'aurais pas laissé autant d'espace blanc sur mon diapo si la réponse était oui. Donc évidemment non, c'est pas la bonne réponse. Et là, je cite le DSI d'Amazon, par exemple, hein, Werner Vogels, qui dit Everything fails all the time. Donc tout va finir par péter. Toujours, il y aura un échec à un moment ou à un autre, quel que soit le système. Si on accepte ça, derrière, on se met en œuvre pour se dire, OK, si je vais avoir des échecs, comment je fais pour minimiser leur impact? Plutôt que de le subir, je vais pouvoir l'anticiper et donc le minimiser. Notre Ben Traynor, hein, qui était le SRT founder dont j'ai parlé un petit peu plus tôt, il approche un petit peu différemment, mais sensiblement en disant la même chose, en disant que 100%, c'est juste la mauvaise cible, quel que soit le cas, quel que soit le sujet, c'est jamais la bonne cible pour un objectif de disponibilité. Donc, ce sera jamais notre bon objectif. OK. Mais si 100%, c'est pas le bon objectif, c'est quoi le bon objectif? Eh bien, le bon objectif, c'est l'objectif minimum. Et cette notion de minimum est vraiment importante, qui permet d'obtenir la satisfaction de vos utilisateurs. C'est-à-dire que soit vous êtes trop haut et donc vous approchez des 100% et vous allez griller beaucoup d'argent à essayer de maintenir votre système dans un état parfaitement stable. Donc, soit vous n'avez aucune innovation, vous n'avez plus rien qui bouge, tout est figé, gravé dans le marbre, et dans ce cas-là, vous allez pouvoir tendre vers du 100%, mais vous n'allez jamais apporter de nouveauté à vos utilisateurs. Ils vont finir par se lasser de votre service et en partir, a priori. Soit vous êtes trop bas, il y a trop d'erreurs, trop d'indispo, etc. Pas assez de débit, peu importe. Et dans ce cas-là, vos utilisateurs partent aussi. Et donc, vous avez entre les deux une fenêtre, et on va chercher à aller au minimum de cette fenêtre pour trouver à quel moment les utilisateurs sont contents et à quel moment ils ne le sont plus. Et donc, ce moment-là, cette barrière-là, cette frontière-là, c'est la frontière qui va nous permettre de définir notre SLO. Donc, évidemment, il n'y a pas de réponse magique pour dire quel que soit le service, c'est toujours 99, 99,5, peu importe. On a une adaptation à faire en fonction du service. Par exemple, la Bourse de Paris, elle ouvre le matin à 9h, elle ferme à 17h. Entre les deux, elle va avoir un SLO et un objectif qui va être très, très élevé, parce que le moindre échec peut avoir des conséquences financières qui sont très fortes. Alors qu'à contrario, après 17h, il y a la post-clôture, hein, puis il y a la pré-ouverture, mais si on les exclut, on va avoir grosso modo 10, 12, 14 heures par jour
ou au contraire, on peut se permettre d'avoir le système qui est complètement à l'arrêt, etc. Et donc avoir des objectifs qui sont bien moindres. Donc, ce qui nous permettra aussi de définir des fenêtres, mais on va un petit peu revenir dessus. Donc, on voit que notre objectif va dépendre des systèmes et il va dépendre aussi des périodes. Le corollaire à ça, cet objectif, on l'a dit, on s'est fixé un objectif de disponibilité, de débit, de peu importe. On s'est fixé un objectif pendant lequel ça doit marcher. Et donc, le complémentaire, c'est du temps où ça pourrait ne pas marcher. On ne se fixe pas pour objectif que ça soit en carafe 10% du temps impérativement. On se fixe pour objectif d'être en dessous de cette barrière-là et on s'autorise à aller jusqu'à cette barrière-là. C'est-à-dire qu'on va définir un contrat entre les devs et les ops, et donc c'est notre SRI qui va être garant de ce contrat-là, plutôt que de dire dès qu'il y a un problème, les ops vont monter au créneau et vont tout faire pour remettre la machine en route correctement. Non, on a autorisé 10% d'échecs, eh ben, on va monitorer cet échec évidemment, et on va venir le corriger progressivement, intelligemment, progressivement ou pas, peu importe, mais la manière dont on va le corriger. En tout cas, on va s'autoriser des échecs et sans que ça génère de tension, ni côté dev, ni côté ops, de la frustration côté dev parce qu'ils peuvent pas apporter des nouveautés, puisqu'ils sont à chaque fois bloqués par les ops qui ont peur que ça rende le système instable, et ni côté ops, puisque les devs leur amènent des choses qui rendent leur système instable et qui leur compliquent la vie. Donc on a une balance à mettre là et qui va nous dire, OK, j'ai le droit à l'erreur et je vais consommer ce droit à l'erreur de manière progressive et de manière contrôlée. Donc, ce droit à l'erreur, il est défini sur quelle période et sur quel temps et comment on va le mesurer. On va définir un objectif sur une période donnée. Par exemple, une période de 4 semaines. Ça va forcément être des périodes glissantes. On ne va pas se dire, sur le mois de février, j'ai le droit à 10% d'erreur, puis je remets le compteur à zéro au mois de mars. Ça n'a pas de sens puisque l'expérience utilisateur, elle n'est pas remise à zéro au premier du mois, au premier de l'année, peu importe. L'expérience utilisateur, elle vit dans le temps et elle se construit dans le temps. Donc, une fenêtre d'erreur, elle est acceptable à un instant T. Si elle se reproduit tous les jours, ça va devenir lassant, agaçant et ça va faire fuir les utilisateurs. Donc, on va aussi se définir plusieurs fenêtres et se dire, sur 24 heures, j'ai le droit, par exemple, à 1 heure d'échec. Mais par contre, sur le mois, j'ai droit qu'à 10 heures. Donc, j'ai pas le droit à cramer mon heure d'erreur tous les jours. Sinon, il y a un moment où mes utilisateurs, ils vont en avoir marre. Donc, un peu d'erreur de temps en temps, 1 heure d'erreur, une dizaine de jours dans le mois, c'est acceptable. Plus, ça ne l'est plus et ça les fait fuir et ils sont mécontents. Et puis, sur l'année, globalement, j'ai droit à 30 heures parce qu'au-delà, la perception, elle va être que le système, il est toujours en carafe, il est toujours dans le rouge. Et donc là encore, on va générer un sentiment désagréable chez nos utilisateurs. Donc, on va se définir différentes fenêtres et différents objectifs, et donc en corollaire, différents error budget. Et donc, ces error budget qu'on a là, on va, en fonction de la quantité qu'il en reste, ça va prioriser nos efforts d'engineering. Si on a beaucoup d'error budget qui restent, donc sur notre journée, 1 heure, on n'a pas du tout consommé, très bien, je vais pouvoir tenter des expérimentations un peu risquées, je vais pouvoir déployer une nouvelle fonctionnalité. Si au contraire, on a déjà brûlé parce que les ops ont eu besoin de mettre à jour les systèmes pour des raisons de sécurité, pour des raisons de maintenance, peu importe. Ou j'ai eu une panne hardware ce mois-ci et ça m'a mis en carafe tout mon système parce que j'ai tout mon réseau qui est tombé. J'en suis pas forcément responsable, mais sur des travaux, il y a eu le réseau, mes câbles réseau qui ont été arrachés. J'ai plus du tout de réseau. Mon système est devenu inopérant. Mes clients ne sauront jamais pourquoi. Et même si je leur explique, ils auront un sentiment que mon système est moins fiable que celui du concurrent. Donc, j'ai déjà beaucoup entamé ma confiance utilisateur. Je ne vais pas tenter des expérimentations risquées parce que sur mon budget, j'ai déjà cramé 80-90% du budget. Donc, je ne vais pas tenter d'expérimentation risquée. Je ne vais pas ajouter de nouvelles fonctionnalités et je vais me focaliser sur des choses qui sont plus de la fiabilité et qui vont améliorer ma fiabilité et me poser des questions. Qu'est-ce que je peux faire pour changer et pour ne plus refaire face à ces problèmes? Donc vraiment, notre cadence et notre vélocité de dev, elle va être priorisée, pardon,
par ce budget qui reste. D'accord? Donc, si on résume nos principes de fiabilité, l'objectif premier, c'est de rendre nos utilisateurs heureux, puisque c'est eux, le cœur de notre système. Sans utilisateurs, a priori, on n'existe pas. Pour ça, on va construire un système et des services qui sont fiables. Donc, c'est la responsabilité des devs, de venir les tester, de s'assurer qu'ils vont venir faire des choses qui sont fiables et qui ne vont pas tout casser au niveau Ops. Et de l'autre côté, côté Ops, on va viser une excellence opérationnelle pour justement éviter de consommer trop vite aussi ce budget d'erreur auquel on a le droit. Et donc, on a ces deux côtés et entre les deux, les échecs qui vont venir piloter notre cadence. Donc, maintenant qu'on a posé ces bases sur la fiabilité et la reliability, nos principes de fiabilité, on va devoir mesurer des choses et on a dit qu'on avait besoin d'indicateurs. Donc, nos indicateurs, nos SLI, quels sont les grands principes qui vont nous permettre de les établir et de savoir qu'est-ce qu'il faut mesurer. Qu'est-ce qu'il faut mesurer? Globalement, on va se baser sur la performance qui est attendue par le business. C'est eux qui font face aux utilisateurs, donc c'est eux qui savent ce qui est attendu par nos utilisateurs. Et si on n'est pas sur un système tout neuf qu'on met en place, on va aussi se baser sur notre performance passée. Si on a 80% de bonnes réponses sur nos requêtes, ou 80% de réponses tout court, en termes de dispo, sur nos requêtes, ça ne sert à rien de diviser 95%, on n'y arrivera pas. Donc, on va aussi se baser sur le passé et dans une approche très agile de la chose et très empirique, on définit des objectifs qui soient atteignables, c'est le propre d'un objectif, et au fur et à mesure, on va pouvoir les tirer vers le haut et donc mettre nos efforts d'ingénierie qui sont disponibles grâce à notre error budget, mettre nos efforts d'ingénierie sur des tâches d'automatisation, de réduction du toil, comme on dit dans le vocabulaire SRI, donc réduction du labeur en gros, et dans des tâches répétitives, pour réussir à augmenter notre fiabilité et donc pouvoir se focaliser sur d'autres choses où on ne va pas perdre du temps simplement parce que notre système il tombe parce qu'il est mal conçu. Okay, donc on va se baser sur le passé pour réussir à construire l'avenir. Si on essaie de décliner ça un petit peu en termes très concrets et qu'on le décline avec des métriques existantes, donc on arrive sur un système qui est existant et comment on va savoir quelles sont les choses qui ont du sens pour notre site et pour notre mise en œuvre SRI. On peut regarder, par exemple, le nombre de requêtes qu'on a au niveau du support. Est-ce que ça a du sens comme indicateur, comme métrique? A priori, non. C'est un chiffre brut qui, en soi, n'a pas vraiment de valeur. A contrario, l'augmentation du nombre de requêtes, lui, il a de la valeur. On va plutôt se baser sur une logique d'avoir une base 100 sur notre nombre de requêtes, qui est notre nombre médian. Et à partir de là, les variations, elles, vont avoir du sens pour savoir détecter si on a une satisfaction utilisateur ou une insatisfaction utilisateur. C'est vraiment la variation qui va avoir du sens. Si on a dans nos métriques actuelles, qui peuvent être un peu n'importe où dans un Grafana ou peu importe les systèmes de monitoring qu'on utilise, si on a des métriques existantes, on va chercher les métriques qui sont corrélées à ces variations sur notre support de requête et donc sur notre satisfaction utilisateur. S'il y en a qui sont corrélées, alors forcément, elles ont du sens et on va pouvoir les utiliser. C'est des métriques qu'on a en interne et qui arriveront avant l'insatisfaction utilisateur. Donc, en monitorant ces métriques-là, on va se dire, OK, j'ai telle métrique qui est directement liée à la satisfaction utilisateur. Cette métrique-là, je la maîtrise, elle est en interne. Donc, je vais me poser mes objectifs sur cette métrique-là qui va me permettre de venir mettre en œuvre les actions correctives avant de venir dégrader ma satisfaction client. Et à contrario, il y a des métriques qu'on a dans à peu près tous les systèmes et qui sont très fréquentes chez les ops. C'est toutes les notions de load average, d'utilisation de CPU, d'utilisation de mémoire, etc. C'est des métriques qui sont nécessaires, qui vont continuer à exister, mais qui, elles, par contre, ne vont pas avoir de lien direct avec le SRI, souvent parce qu'elles sont trop volatiles déjà, avec une utilisation CPU, par exemple, ça a une vitesse de changement qui est bien supérieure à la perception utilisateur. Donc, on ne va pas réussir à établir un lien direct. On peut utiliser pour aller augmenter nos capacités, faire
capacity planning et des choses comme ça. Mais par contre, en lien direct avec la satisfaction utilisateur, on la retrouvera probablement pas dans ces métriques-là. Par contre, une autre métrique qu'on va pouvoir utiliser, c'est l'insatisfaction qu'on va aller mesurer, pas nécessairement à travers des requêtes au support, mais par exemple à travers des sondages sur les réseaux sociaux ou des choses comme ça. Alors, sans même forcément parler de sondages, hein, ça peut être aussi des analyses des réseaux sociaux. Il y a des sociétés qui font ça très bien et qui permettent d'avoir le pouls des utilisateurs. Est-ce qu'ils parlent plutôt en bien, plutôt en mal sur les réseaux sociaux, par exemple, et d'en voir quel est leur ressenti. On peut aussi utiliser Google Analytics et des choses comme ça qui sont là et qui vont apporter des éléments de réponse. Si on met ça sur un graphe ou deux plutôt, la métrique de gauche, qui est typiquement une métrique d'utilisation CPU, on a trois zones, hein, deux zones où les utilisateurs sont satisfaits et une zone où ils sont insatisfaits. On est incapable de faire la relation entre les deux, hein, c'est juste une mise en lumière du discours que je viens de vous tenir. Donc cette métrique-là, elle n'a aucun sens en termes de SRI. Par contre, la métrique de droite, et peu importe ce qu'elle est, cette métrique où on voit, tiens, quand elle baisse, j'ai mes utilisateurs qui sont mécontents, et quand elle remonte, j'ai mes utilisateurs qui redeviennent contents. Je suis capable de tracer un trait, je suis capable de dire, OK, là, c'est le moment où il faut que je fasse attention, et donc on va peut-être se fixer un objectif légèrement au-dessus pour se dire, je réagis avant qu'il soit trop tard et avant d'avoir des utilisateurs qui se plaignent et qui sont mécontents. OK? Ça, c'est nos métriques existantes. Maintenant, si on veut construire, selon les règles de l'art, SRI et s'appuyer sur des nouveaux indicateurs, on va pouvoir ajouter des indicateurs et calculer nos SLI en fonction des types d'événements qui se produisent. Donc, on va voir quels sont les événements que Google nous préconise pour faire du SRI. Mais globalement, la démarche qui est proposée par SRI, c'est de tout exprimer en termes de pourcentage et de se dire, OK, mon SLI, c'est le nombre d'événements corrects sur le nombre d'événements valides exprimés en pourcentage. Comme ça, on peut toujours les comparer, on peut toujours se définir des choses qui ont du sens entre elles. Hein. Vous avez vu tout à l'heure, je parlais de 99%, 95%, etc. Donc ça, c'est du concret et on voit d'ailleurs que les SLA qui sont proposés par les clouders, ils vont dans ce sens-là. Justement, ils proposent des pourcentages. Ils ne proposent pas des chiffres aléatoires en disant ou très abstraits en termes d'heures ou autre. Non, on propose un pourcentage, ce qui est déclinable de manière très simple et qui est vraiment concret. Et pourquoi on dit good events sur valid events en prenant toujours les good events, donc les événements qui sont positifs, comme étant un sous-ensemble des événements valides. Typiquement, vous allez voir votre page de profil. Si vous recevez une réponse 401 unauthorized en HTTP, OK, j'ai pas le droit d'accéder. C'est bon, c'est une bonne réponse et c'est une réponse que j'attends parce qu'en effet, j'ai pas le droit d'y accéder. Alors que si je reçois une 429, too many requests, bah là, j'ai mon serveur qui est surchargé, je ne sais pas quoi en faire. La réponse en soi, c'est une réponse HTTP valide. Par contre, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne pour moi. Et donc, on va avoir un sous-ensemble de réponses qui sont bonnes parmi l'ensemble des réponses que je vais recevoir. Et une fois qu'on a défini ces SLI, on va voir quels sont les SLI qu'on peut définir. Mais Google nous préconise dans sa démarche SRI d'en choisir 3 à 5 par parcours utilisateur. Plus on s'y perd, moins il nous manque de l'info. Et je vous ai dit, ils sont forts d'une vingtaine d'années d'expérience. Donc, c'est aussi un chiffre qu'ils ont maturé avec le temps pour dire, OK, sur mon parcours utilisateur, je viens de parler d'aller voir sa page de profil et c'est un parcours utilisateur. Je vais voir le montant de mes comptes. Je vais faire une simulation de crédit. Ces deux autres parcours utilisateurs, si je suis sur mon application bancaire, par exemple. Je vais aller regarder pour chacun de ces parcours quels sont les SLI qui ont du sens. Et on peut imaginer que les SLI qu'on va positionner sur notre page de profil, ils sont pas tout à fait, ils sont pas nécessairement les mêmes que ceux qu'on va positionner sur la vision de notre compte, par exemple. Et on peut avoir des attentes qui sont différentes de l'un à l'autre, et c'est aussi pour ça qu'on parle vraiment de parcours utilisateur et pas de SLI qui sont définis de manière globale à notre site. C'est vraiment selon
selon les services qu'on va activer. Donc, si on est en plus sur des architectures un peu orientées services, microservices, on va pouvoir les accoler à des briques derrière. Mais même sans ça, vraiment, la logique, c'est une logique parcours utilisateur. Donc, c'est celle-là, et on a dit c'est un ensemble d'événements. Quels sont les événements que Google nous préconise de monitorer? Il y en a 10, tout simplement, et ils estiment qu'avec ces 10-là, on couvre l'ensemble des cas. Ils estiment, et ils ont l'expérience pour le dire. Ils ont réparti ça en 3 grandes familles. La famille des requêtes-réponses, du processing, du traitement de données et du stockage. Dans le premier cas, pour les requêtes-réponses, on va regarder leur disponibilité, leur latence, leur qualité. Pour tout ce qui est traitement de données, on va regarder la couverture, la véracité, la fraîcheur et le débit de nos données. Et pour tout ce qui est stockage, on va là aussi regarder le débit et la latence. Si on fait le parallèle avec des services S3 sur Amazon ou Storage sur Azure, par exemple, qui sont des services de stockage de fichiers, ou chez Google, pareil, Google Storage, quel est le délai qu'on attend, quel est le débit qu'on attend et quel est le débit qu'on va garantir et à quel moment on va se dire là, mon débit, il est plus acceptable. Si on le décline chez un Netflix, par exemple, on se doute bien que le débit du stockage et le débit de processing de données sont des choses qui sont critiques pour eux. Ils veulent délivrer de la donnée en 4K Ultra HD à leurs clients qui l'ont payé. Et ils doivent avoir la capacité à le faire. Donc, ils vont monitorer ça avec une précision millimétrique pour s'assurer que, et avec des objectifs forts là-dessus, pour s'assurer qu'ils répondent bien à la demande utilisateur. Okay, et donc, là-dessus, dans ce menu-là, pour chaque parcours, on en choisit 3 à 5. Et c'est pas nécessairement, enfin, soit dans le même topic, soit dans les 3 topics répartis. On peut prendre les 3 de request response parce que c'est les seuls 3 qui ont du sens sur notre parcours. Il ne faut pas nécessairement en chercher partout. Okay. Et une fois qu'on a défini nos 3 à 5 SLI, Google nous propose de mettre en place des stratégies de mesure. Et ces stratégies de mesure, il y en a 5. Il y en a 5 qui permettent de couvrir l'ensemble des cas. On va commencer par les métriques au niveau applicatif. Donc, directement dans notre application, quelles sont les réponses que j'envoie. J'ai mon endpoint REST là, par exemple. Quelles sont les réponses que j'envoie? Est-ce que j'envoie des réponses de 100, 300, 400, 500? Et donc, je vais pouvoir le mesurer directement ici. À un niveau un peu plus éloigné, je vais rentrer dans du log processing. Donc là, dès qu'on va commencer à avoir des applications, notamment du multiservice, on va peut-être pouvoir faire du recoupement entre les différents services ou les microservices, entre les différents applicatifs qui sont rentrés en cause dans mon parcours utilisateur, parce que j'ai mon endpoint REST, d'accord, mais sur l'ensemble, j'ai le endpoint, j'ai derrière une couche de service, de traitement de données, puis une couche de persistance. Donc, j'ai mis en place du storage, j'ai mis en place du data processing et de la requête. C'est peut-être à travers le log processing que je vais avoir une information qui va être pertinente pour mon cas. On s'éloigne un peu de l'applicatif et on va arriver aux frontières de notre SI avec des métriques front-end et donc les métriques typiquement des proxys. J'expose mon site à travers des proxys. C'est globalement une bonne pratique et qu'on retrouve quand même assez fréquemment. Et donc, je peux dire, à ce niveau-là, je vais mesurer des choses. Et typiquement, mes délais de traitement, c'est peut-être le bon endroit pour les mesurer et se dire, OK, j'ai une requête qui arrive. Au bout de combien de temps elle est ressortie? Quel est le nombre de requêtes? Est-ce que c'est pas le bon endroit pour mesurer les requêtes en HTTP 200, 300, 400 dont je parlais tout à l'heure? Parce qu'elles sortent de mon SI à cet endroit-là. Elles ne seront pas changées plus loin sur le réseau, donc j'ai pas de raison d'aller les mesurer ailleurs. Et ça a pleinement du sens de les mesurer là. Par contre, au niveau applicatif, j'aurais pu avoir des interactions. Alors, au niveau de mon endpoint REST, ça aurait pu aussi coller pour être purement sur les réponses HTTP et les valeurs de ma valeur HTTP. Mais donc, selon l'outillage que j'ai déjà en place et selon ce que je fais, je vais déjà choisir parmi ces différentes stratégies. Une autre stratégie qui va s'éloigner franchement de moi ici, c'est la mise en place de clients et de données synthétiques. Donc là, en gros, c'est mettre en œuvre un robot.
je viens mettre en œuvre un robot que je vais déployer quelque part et qui va requêter mon applicatif. Donc, je vais requêter à travers ce robot, je vais pouvoir faire des calculs. J'expose une bête application calculatrice, là, et ça fait partie des services Google. Je lui envoie 3 et 4 et multiplication, j'attends ce qu'il me renvoie 12. Et donc, je peux envoyer régulièrement ces données-là. Je connais le résultat attendu et donc, je peux mesurer les temps de réponse, je peux mesurer la qualité de mes réponses et des choses comme ça. Donc, bon, sur un exemple aussi simple, ça semble idiot, mais sur des cas un peu plus complexes, ça nous fait des développements un peu plus complexes au niveau de nos robots, mais pour aller valider des choses très, très concrètes. Et enfin, le niveau le plus proche du client, c'est une instrumentation, pardon, directement du code applicatif, et où on va aller regarder directement dans notre appli qu'est-ce qui se passe. Donc là, si on reprend notre coût de qualité de données, j'ai demandé multiplication de 3 et 4. Je sais quel est le résultat au niveau d'un robot. Si je regarde la multiplication que demande mon client, je ne sais pas quel est le résultat a priori qui va être attendu. Et ça n'a pas de sens techniquement, c'est pas possible de venir valider la valeur de ce résultat-là. Il y a d'autres résultats qu'on peut valider, mais pas celui-là par exemple. Donc, c'est pas parce qu'on est au niveau du client qu'on va pouvoir tout faire et que ça a du sens de se mettre nécessairement au niveau du client. C'est par exemple une stratégie qui est mise en œuvre. Je parlais de Netflix tout à l'heure. Et ils ont beaucoup communiqué là-dessus, surtout au lancement du service en France, sur quelle est la qualité de données. Et donc, ils avaient des métriques là-dessus. Quelle est la qualité des données qui arrivent, selon que je sois chez Orange, Free, SFR ou Bouygues, globalement, sur les quatre majeurs. Ils ont beaucoup communiqué là-dessus. C'était aussi une façon de se dédouaner sur de la qualité et de faire porter la responsabilité là où elle devait être portée, parce que c'était pas nécessairement responsable de la qualité des réseaux. Mais donc, on voit que selon les SLI qu'on veut mettre en œuvre et selon les parcours utilisateurs, selon nos besoins métiers aussi, on va définir des stratégies de mesure, ouais, qui sont différentes et qu'on va adapter au contexte. Et c'est en tout cas ce que nous propose et ce que nous suggère SRI dans sa démarche. Alors, on va faire un petit exercice. Bon, forcément, en mode remote, c'est toujours un peu moins interactif. Donc, je vais le faire avec vous, mais surtout tout seul, d'implémentation de 2 SLI pour mettre un petit peu en lumière ce qu'on vient de se dire. Le premier, c'est un SLI de disponibilité. Je peux le définir d'une manière très très simple en disant ma page de profil doit se charger correctement. Ok, c'est très bien, mais c'est tout sauf un objectif. Pourquoi? Parce que je ne sais pas ce que ça veut dire successfully et je ne sais pas où c'est que je le mesure. Donc là, on est vraiment dans l'objectif, dans la subjectivité, pardon, et pas du tout dans l'objectivité. Donc il va falloir définir un petit peu ces sujets-là, et donc on va creuser sur notre SLI, on va aller un petit peu plus loin et se dire, ok, qu'est-ce que c'est un succès? Un succès, c'est une requête HTTP GET sur ma page de profil, donc profile/user ou profile user avatar, peu importe. Et sur cette page-là, j'attends d'avoir des réponses en HTTP 200, 300 ou 400, mais pas la 402, pas la 429 non plus. Ce seront des événements valides, mais pas des good events, donc ce sont des bad events. La 402, c'est payment request, et la 429, c'est too many requests. Est-ce que quand je vais voir ma page de profil, je m'attends à avoir une réponse qui me demande de payer? A priori, non. Donc, c'est un événement valide que je peux recevoir, mais par contre, ce ne sera pas un bon événement. Ok, donc je vais les exclure de mes good et ça va me permettre d'avoir ma proportion de good events sur valid events. Et où c'est que je le mesure? Tout à l'heure, je l'ai évoqué, le fait de mesurer au niveau du load balancer, hein, c'est le dernier endroit dans mon SI. Je sais que quelle que soit l'infrastructure que j'ai mis derrière, et donc si je viens changer radicalement la façon dont est implémentée ma solution, je pourrais conserver cette mesure. Donc, elle a du temps, elle peut s'inscrire dans la durée. Si je le mesure juste au niveau applicatif, le jour où je vais changer, je vais arrêter de l'héberger sur du on-prem et je vais le mettre sur des lambda, par exemple, parce que je suis allé sur AWS en mode serverless, je vais peut-être perdre cette mesure-là. Alors que si je la mets au niveau du load balancer, j'ai toujours ma mesure et elle continue d'avoir du sens. Si j'essaie de décliner un autre SLI, le SLI de délai,
toujours sur cette page de profil, on peut être de manière très très générique. Ma page de profil doit se charger rapidement. Une fois de plus, c'est pas un objectif parce que rapidement, personne ne sait ce que ça veut dire et tout le monde aura une conception différente. Et où c'est qu'on va déclencher le chronomètre. Ok. Donc là, c'est toujours ma requête HTTP GET sur ma page de profil, d'accord, et que je vais définir servi en X millisecondes, mettons en 200 millisecondes. Et j'attends avoir un retour en 200 millisecondes. Et où c'est que je le mesure? Ben, je vais le mesurer au niveau de mon load balancer. Alors, tout à l'heure, j'ai dit que Netflix, par exemple, ils l'ont mesuré très probablement au niveau directement du client side, donc côté client. Parce que pour eux, ça avait du sens de le mesurer là. Pour moi, mon applicatif, est-ce que j'ai contrôle sur le réseau derrière? Non. Est-ce que je vais communiquer sur ce réseau et est-ce que ça va me permettre de montrer que c'est pas moi qui suis responsable dans la piètre qualité, mais d'autres acteurs extérieurs pour leur mettre la pression? Non, je suis pas en mesure de le faire. Alors, je me contente de le mesurer à mon load balancer. Et en plus, en termes d'implémentation, c'est infiniment plus simple que de le mettre au niveau de mon client. Et je vais m'affranchir de toutes les règles RGPD et autres qui pourraient être liées à ça. Donc, je vais vraiment faciliter mon travail là-dessus. Donc, on va aussi mettre une fois de plus dans la balance l'effort nécessaire par rapport à l'objectif. Si, une fois qu'on s'est dit ça, on a défini ici un SLI avec des objectifs. Et donc, on va se définir des objectifs. J'ai dit une page qui est requêtée en moins de 200 millisecondes. Et tout à l'heure, j'avais donné un exemple un peu plus précis en disant, par exemple, 90% du temps à moins de 200 millisecondes, 95% du temps à moins de 300 millisecondes, 99% à moins d'une seconde. Et c'est comme ça qu'on va aller calculer un erreur budget en se disant, en ciblant toujours la fenêtre la plus proche de nous et en se disant, OK, j'ai le droit d'aller jusqu'à cette fenêtre-là. Et si je la dépasse, il faut que je mette en œuvre les efforts nécessaires pour venir corriger cette déviance, si on peut dire, et donc venir mettre le curseur et l'amélioration là où elle doit se porter pour rétablir une confiance utilisateur et une satisfaction utilisateur. Si on fait un petit peu de maths pour mettre du concret sur ces valeurs-là, globalement, si on dit je m'autorise 90% de disponibilité, sur l'année, ça fait 36 jours et demi. Un bon mois où mon site il est par terre. Par contre, si on se définit 5-9, ça me laisse plus que 5 minutes pour rétablir mon site et pour 5 minutes pendant lequel il sera down sur l'année. Et donc, on voit 5 minutes, ça fait 860 millisecondes par jour sur l'ensemble de l'année. Donc, quand on va définir nos objectifs, si on se réfère à ce tableau, on va pouvoir se dire, par exemple, j'ai un objectif d'indisponibilité quotidien à 3,9, donc j'ai droit à 1 minute 26 secondes tous les jours. Et sur l'année, par contre, j'ai un objectif à 5,9. C'est un objectif très, très, très ambitieux et qui peut vite coûter cher. Mais donc, sur l'année, j'ai droit globalement à avoir 3 jours où je vais flirter avec la limite. Et le 4e jour, si je flirte avec la limite, j'aurais pété mon objectif annuel. Déjà, un objectif quotidien 1 minute 26, on a intérêt à avoir bien ficelé tout ce qu'on fait et à s'assurer que tout va remonter très vite tout seul. C'est pour ça que je l'ai fait apparaître en rouge dans ce tableau. On est vite dépassé et on a besoin de beaucoup d'automatisation pour pas brûler tout notre erreur budget, puisqu'on a le droit à 1 minute 26 d'erreur par jour, ce qui est vraiment excessivement faible. Et même les clouders, il y en a peu qui se définissent des objectifs aussi ambitieux, alors qu'ils ont quand même des moyens qui sont souvent supérieurs aux nôtres. Seulement, on vient de voir un objectif à 3,9 sur la journée, c'est 1 minute 26. À 5,9 sur le mois, c'est 24 secondes. C'est des objectifs donc extrêmement faibles. Si on veut se donner un petit peu de mou, tout en se fixant ces objectifs-là, on peut aussi adapter notre stratégie. Et c'est là où le SRI va aussi avoir un effort d'ingénierie là-dessus pour modifier la façon dont on va impacter l'opération et dont on va impacter la prod en se disant,
et si je ne ciblais qu'une partie de mes utilisateurs? Et auquel cas, si on vient cibler une partie de nos utilisateurs, nos 24 secondes dont je parlais tout à l'heure là pour du 3-9 sur le mois, on va pouvoir le décliner en se disant, OK, pour du 5-9, pardon, c'est la ligne tout en bas. On a 24 secondes si on cible l'ensemble des utilisateurs, mais si je ne cible qu'1 de mes utilisateurs, ça me donne déjà le droit à 40 minutes down sur le mois. Et si je cible que 0,1 de mes utilisateurs, ça me donne le droit à 6h43. Donc ça me donne du mou pour aller modifier. Et donc, si je pousse mes évolutions et mes nouveautés et mes expérimentations risquées, j'introduis de l'intelligence artificielle pour aller apporter une nouveauté. J'introduis une blockchain sur mon service et qui peut potentiellement mettre tout en carafe. Si je suis capable de mettre, grâce à du Canary Deployment par exemple, une cible sur seulement une fraction de mes utilisateurs, je vais aller impacter mon erreur budget, je vais aller consommer mon erreur budget de manière beaucoup plus lente, puisque je consommerai à coût de 0,1% ou de 1%, et donc 10, 100, 1000 fois moins vite que si j'impactais tous mes utilisateurs. Donc l'idée, ça va être aussi de mettre en place les mécanismes qui nous permettent, pour pas trop perturber et pour pas perdre notre utilisateur standard, hein, c'était le prédicat de départ, l'utilisateur standard, c'est mes 90% d'utilisateurs. Eux, je ne veux pas les perturber, donc je ne vais pas leur pousser les nouveautés tout de suite et je vais les expérimenter auprès d'un pourcentage, alors soit consentant, et dans ce cas-là, en plus, ils vont être plus enclins à accepter les échecs, soit de manière transparente auprès d'une population que j'aurais moi-même identifiée. Et donc, je vais pousser ces modifications auprès d'une population cible réduite pour moins consommer vite mon error budget. Donc, c'est une des stratégies qui va nous permettre d'être plus efficace et d'avoir une politique SRI plus juste et qui nous permettra de garder plus de cadence d'évolution et de nouvelles fonctionnalités ajoutées. Pour résumer tout ça, le SRI, il va vous amener à adapter votre stratégie donc de dev et d'ops pour brûler lentement votre erreur budget. Vous vous êtes défini des objectifs, vous en déduisez un erreur budget et vous allez chercher à le brûler le plus lentement possible pour avoir le maximum de souplesse sur vos évolutions et donc réduire votre time to market quand vous voulez pousser des nouveautés et des choses comme ça. Donc il va falloir piloter votre cadence d'évolution pour pas brûler tout votre budget trop vite. Hein. On a dit par exemple, vous avez le droit à 10 heures par mois et 1 heure par jour. C'est un exemple que je vous donnais tout à l'heure. Si sur les 10 premiers jours, vous allez cramer 1 heure par jour, vous n'avez plus le droit du tout de faire d'évolution et de mettre en péril votre système dans les 20 jours qui suivent sur le mois flottant, là, sur le mois roulant. Donc, en cadençant et en priorisant vos efforts intelligemment et en les suivant, en les monitorant correctement, vous allez pouvoir adapter votre cadence et votre rythme et votre capacité à délivrer de la valeur utilisateur. Donc, vous allez piloter votre cadence et votre budget, notamment votre error budget, pour maintenir ce rythme-là et cette cadence-là. Il va également falloir cibler intelligemment et en fonction de votre business des SLI, enfin des SLO sur vos SLI, mais également les portions d'utilisateurs auprès desquels vous allez vouloir pousser des modifications, pousser des évolutions pour vous assurer que vous ne mettez pas en péril toute votre prod et que vous allez garder une capacité à évoluer et que vous n'allez pas créer non plus de frustration et rompre ce contrat qu'on a établi là, ce contrat entre les devs et les ops. Vous allez, dans cette même logique, automatiser un maximum de choses. Donc là, on entre sur les cycles de CI, CD, évidemment, et de choses comme ça, mais l'effort à fournir, il est justement piloté par vos objectifs. Et c'est plus je déploie du CI, du CD et d'autres choses pour le plaisir ou parce que c'est les règles de l'art ou quoi. Je vais les mettre parce qu'ils répondent à un besoin qui est d'atteindre un objectif. Et mon objectif, c'est la satisfaction de mes utilisateurs. Donc, on va déployer tout cet outillage-là pour nous permettre de réduire typiquement la capacité d'automatiser du rollback. Si j'ai un échec, je suis capable de revenir en arrière en 1 minute
Donc, en cas d'échec, je ne consommerai qu'1 minute de mon erreur budget. Si j'en ai 5 sur l'année, ça me donne droit à 4 échecs. Si j'ai pas automatisé, il me faut 40 minutes pour le remettre à la main. J'ai juste pas le droit de faire la moindre modification. Donc, on va automatiser tout ce qui est nécessaire pour nous permettre d'avoir une cadence et de pouvoir suivre le rythme et pouvoir continuer à proposer des évolutions. Et donc, évidemment, il faut monitorer tout ça. Comme le dit le célèbre Laurent Grandjeau, on ne peut pas améliorer ce qu'on ne monitore pas, ce qu'on ne mesure pas. Donc, vous allez devoir mettre en place du monitoring de vos logs, de vos métriques et de vos SLO, de vos SLI ici, de vos indicateurs. Vous allez devoir mesurer tout ce qui se passe pour pouvoir mettre des valeurs dessus, des objectifs dessus et savoir si vous êtes en train de brûler du budget, de votre erreur budget ou pas, et ainsi de suite. Donc, c'est les quatre triptyques qui vont vous permettre de mettre en œuvre votre politique et votre démarche SRI. Il va de soi que tout ça s'accompagne de tests et de tout ce qu'on retrouve dans la démarche et dans notre sigle infini là, de DevOps, évidemment. Mais ces quatre-là vont piloter les autres, j'ai envie de dire, et vont être maîtres des actions hautes que vous allez mettre en place pour assurer votre SRI. Si vous avez envie d'aller plus loin, de creuser un petit peu le sujet, si j'ai éveillé en vous un peu de curiosité, je vous invite à aller lire le livre SRI de Google, évidemment, qui est disponible. Je vous ai parlé dès l'intro de Class SRE Implements DevOps. Donc ça, c'est une chaîne YouTube qui est faite par deux employés Google, qui sont Liz John et Seth Pargo. C'est une vulgarisation de SRI et mise en compétition avec DevOps. Il y a une dizaine d'épisodes de mémoire, ça dure à peine plus d'1 heure aussi de mémoire. Et c'est très instructif et vous y retrouverez évidemment des choses que je vous ai dit aujourd'hui et d'autres, bien évidemment. Et il y a un outil parmi tous ceux que j'ai pas pu citer parce qu'on a qu'une heure. Évidemment, donc il fallait faire des choix. Je vous ai pas parlé des silver bullets, je vous ai pas parlé du golden ticket et de choses comme ça. Si vous êtes intéressé, vous trouverez les réponses dans le bouquin de SRI ou rentrez en contact avec moi et on en reparlera avec plaisir. Mais il y a également un outil que nous propose Google et qu'ils mettent à disposition. J'aurais pu faire un shorten URL, ça aurait été plus simple. C'est un slideware que je partage. Mais donc l'idée c'est un spreadsheet qui vous permet de voir la probabilité des risques. Tout à l'heure, je vous ai dit que vous allez consommer votre erreur budget aussi à travers une erreur réseau, enfin une panne réseau, une panne disque et des choses comme ça, donc des risques qui sont pas forcément prédictibles, ou un plantage de votre load balancer et des choses comme ça. Et c'est tout un tas de risques que vous allez pouvoir instruire dans ce spreadsheet-là, avec leur fréquence, leur durée, le temps qu'il faut pour les réparer. Et donc ça, cette spreadsheet-là, elle va vous permettre de définir quels sont les efforts d'ingénierie à mettre en œuvre pour pouvoir accepter de monitorer certaines choses et de les intégrer dans votre démarche SRI. Ça va vous permettre justement de mesurer tout ça et d'être plus serein sur votre démarche en disant, OK, j'ai un risque à 10% d'avoir une perte réseau que je mettrai 1 heure à résoudre. Donc, ça veut dire qu'en théorie, je brûle 6 minutes par mois juste sur les problématiques réseau. Donc, ça veut dire que j'ai 6 minutes de moins sur mon budget. Je provisionne 6 minutes de moins sur mon budget parce que ça peut arriver. Et donc, c'est une démarche qui nous propose, un outil qui nous propose surtout pour accompagner la démarche. Et que je vous invite à aller creuser un petit peu si vous voulez mettre en place SRI. Ce sera vraiment un vrai support intéressant et utile. On n'avait qu'1 heure. Je vais garder un petit peu de temps pour pouvoir parler avec vous et répondre à vos questions si vous en avez. Je vous remets mon contact si jamais on est au-delà de l'heure et si vous voulez prendre contact avec moi pour en discuter plus longuement, j'essaierai d'être dispo. Voilà. Thomas, je te Ouais, laisse. Olivier, merci beaucoup. Du coup, on va prendre un petit peu de temps pour répondre aux questions. On en a une dizaine. Je vais les trier par nombre de votes. Alors, je vais juste commencer par la première concernant le webinaire. Est-ce qu'il a enregistré une question de Pierre? Donc, comme l'a répondu Fred sur le chat,
Oui, le webinaire est enregistré, il sera dispo sur francedevops.fr d'ici quelques jours. D'ailleurs, je vous invite aussi Question facile. à faire un tour sur France DevOps pour voir nos prochains webinaires et on aura Olivier qui aura l'occasion de repasser au mois de janvier. Merci pour la pub. Donc, première question, est-ce que les SLO, SLI, SLA doivent-ils être revus régulièrement? Si oui, à quel moment? Chaque année, à chaque nouveau contrat, nouveau sprint? Alors, alors la notion de sprint prend beaucoup de sens. Justement, je vous ai parlé du côté empirique, de se baser sur des métriques existants et de les enrichir. Je vous ai aussi parlé du côté agile justement de la chose, et donc les sprints font écho à ça. Oui, il faut les revoir. Et comme je l'ai dit, si vous avez aujourd'hui une capacité à livrer enfin, une capacité de réponse à 80%, vous fixez 95% d'objectifs, c'est inatteignable. Donc on peut se dire, je me fixe 80 ou 82, et puis revoir régulièrement. La fréquence, elle va dépendre de votre capacité à vous adapter et à corriger les problèmes et à automatiser. Donc là, on a vu qu'il y avait de l'erreur budget. Et l'erreur budget, c'est du temps. Mais en face, il y a des euros qu'il va falloir mettre en musique sur la capacité de l'équipe et la taille de l'équipe à venir automatiser des choses. Et donc, selon la capacité de l'équipe à venir délivrer, on viendra revoir régulièrement. Chaque sprint, c'est un très bon rythme. Au moins se poser la question pendant les rétros. Et si vous êtes sur d'autres méthodes agiles comme XP ou Kanban qui n'ont pas forcément des sprints, il faut quand même se poser régulièrement, mais ça va vraiment dépendre de votre cadence projet. Disons que voilà, sur une méthode Scrum, le rythme de sprint, c'est le bon moment pour se poser la question. Ok, merci. Question suivante. Le pilotage par l'erreur budget est intéressant, mais est-ce vraiment réalisable? Quid des updates impératifs, des roadmaps produits engagés et qu'il faut tenir, etc. Oh, ok. Alors, est-ce réalisable? J'ai envie de dire, je viens de vous présenter une méthode que propose Google depuis 17 ans et qui met en œuvre. C'est pas la moins bonne des startups qu'on connaisse, Google. Donc, s'ils ont réussi, j'ai envie de dire que c'est un peu la preuve que ça peut marcher. Maintenant, on n'est pas tous Google, on n'a pas tous leur budget, on n'a pas tous non plus leur business model. Et donc, on peut avoir d'autres contraintes, en effet. J'ai évoqué très succinctement les silver bullets, les golden tickets, des choses comme ça qui peuvent justement venir dire la silver bullet, typiquement, vous donnez le droit, une fois, deux fois, trois fois, peu importe le nombre de bullets que vous avez envie de donner, de venir rompre ce contrat et de dire, OK, là, j'ai un impératif. Par contre, je ne peux pas me permettre d'en avoir 15 dans l'année parce que sinon, je vais vraiment faire fuir mes utilisateurs. Et donc, il y a un moment où, OK, je peux tirer ma balle d'argent et dire, OK, là, je vais mettre le site en carafe, je le sais, il ne répondra plus pendant 3 jours. Mais par contre, c'est pour une évolution majeure, c'est pour ci, c'est pour ça. 3 jours, c'est long. Mais donc, on se donne des possibilités. Il y a des possibilités qui sont offertes justement dans SRI pour aller au-delà de simplement piloter par l'erreur budget et de se donner se donner des libertés pour aller faire quand même des évolutions qui peuvent être nécessaires d'un point du projet. Ok. Question de Daniel qui aimerait savoir, qui aimerait avoir ton point de vue sur les post-mortem. Donc, d'après son expérience de SRE, c'est l'élément qui permet de progresser. Ils communiquent sur les incidents, ils intègrent le métier, ils affichent les SLA, SLO, SLI, et surtout ils décrivent la route cause, les différentes résolutions possibles. Est-ce que tu as une vision, un point de vue à nous donner sur la notion de post-mortem? Est-ce que c'est quelque chose de quelle façon tu le mets en place chez tes clients, au travers de tes missions? Alors, la mise en place, il faut qu'elle se fasse de manière très empirique. Si on intègre sur un projet, c'est comme tout changement, on ne peut pas le faire de manière trop brutale, donc on va intégrer petit à petit. On peut aussi commencer par monitorer, non pas l'ensemble des parcours utilisateurs d'un site, mais le faire progressivement et se dire, bon, quels sont les 2 ou 3 parcours principaux sur lesquels je suis capable de mettre en place du monitoring, sur lesquels je suis capable de venir apporter ce suivi-là. Et c'est justement d'ailleurs ce que nous propose la spreadsheet dont je vous parlais à la fin. Elle nous propose aussi d'éliminer des choses, de dire celui-là, je ne suis pas capable de le prendre en compte en tant que SRI parce que il arrive trop souvent, ça génère trop de problèmes, et celui-là, je ne peux pas le prendre en compte. Et donc, c'est vraiment une approche empirique en se disant qu'est-ce que je suis capable de prendre en compte, qu'est-ce que je suis capable d'améliorer,
et savoir reconnaître qu'on n'est pas capable de tout améliorer, savoir reconnaître qu'on n'est pas capable de tout faire. Et donc, progressivement inclure des choses euh, de manière réaliste en fonction des euros dont on dispose. Euh, des euros qui est différencié avec l'erreur budget, quoi. Mais donc de manière très, très pragmatique, se dire, OK, aujourd'hui, qu'est-ce que je suis capable d'intégrer et le retour, c'est toujours le même. On a un objectif, et c'est l'objectif que doit pour moi porter le DevOps, c'est apporter de la valeur à l'utilisateur. Et cet objectif-là, cette méthode-là, elle nous permet de l'atteindre. Et donc, enfin, j'ai mis en place les bons outils, les bons process qui me permettent d'apporter cette valeur-là. Le retour, il est que positif, si ce n'est, ouais, forcément, c'est un investissement, comme pour toute chose, mais on ne fait pas du DevOps sans investir. On fait pas. Il faut être en capacité de mesurer quel est notre niveau de satisfaction utilisateur avant la mise en œuvre, et puis quel est le niveau après, et savoir faire le ROI là-dessus et se dire, OK, j'étais à 80% de satisfaction utilisateur, j'ai investi X euros et je suis passé à 90% de satisfaction utilisateur. Est-ce que ça en valait le coup? Est-ce que c'était la bonne chose à faire? Est-ce que ça me rapporte financièrement? Est-ce que ça dessert mon business? Oui, non. Mais il n'y a pas de réponse toute faite, j'ai envie de dire. Il faut juste le tailler en fonction du besoin. Ok. Question de Kevin qui se demande si les SLI ne seraient pas les alertes de monitoring de demain et si l'alerting system, middleware a toujours un sens selon toi. À noter qu'il différencie Oui, le monitoring oui. de l'alerting. Alors, les SLI, ils sont faits pour les SRI et le monitoring system, il est fait pour les ops. Et donc, on est vraiment sur deux choses très différentes. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait des métriques qui n'ont pas de sens pour un SRI. Notre charge CPU, on ne peut pas la lier directement à nos utilisateurs. Par contre, nos ops, ils savent dire quand j'ai passé 5 fois le seuil de 80% d'utilisation de mes CPU dans les 3 dernières minutes, c'est que je vais exploser et j'ai besoin de rajouter une machine et j'ai besoin de l'approvisionner maintenant. Quand j'ai 90% de mon espace disque qui est utilisé, j'ai besoin de venir rajouter du disque, pareil pour la mémoire, etc., etc. Ou quand mes fils commencent à être trop pleines, mes queues Kafka par exemple, mes topics Kafka, pardon, ils sont trop pleins, j'ai besoin de venir rajouter des unités de traitement pour aller dépiler tout ça. En soi, il n'y a pas un lien direct avec mon expérience utilisateur, mais il deviendra direct parce que je vais trop dégrader mon service. Et donc ça, c'est vraiment une partie Ops et gestion de mon infra. Et donc c'est là où évidemment, on a parlé automatisation et il y a une partie de cette infra qu'on va automatiser avec de l'IAC, des choses comme ça, évidemment, pour se dire, OK, comment je réponds à ces besoins-là. Mais mon SLI, c'est quel est mon temps de réponse sur ma requête. Lui, il monitore directement ma situation utilisateur à un instant T. Ma capacité CPU, elle est nécessaire pour gérer mon infra, mais pas ma situation utilisateur. Donc, c'est vraiment deux sujets distincts et les deux doivent continuer à vivre. Ok, merci. Question suivante de Nassim. Les erreurs 4XX, type 402, 429, qui sont considérées acceptables et qui font partie du parcours client. Quid des erreurs de type 404 qui peuvent remonter faussées par un client non standard, exemple fusing intensif, mais qui peuvent être considérées comme non acceptables. Exemple, lien cassé, ressources non présentes. La question est finie. Ouais. La question est finie. Okay. 404, On l'a moi, dit, c'est des c'est pas très ressources. clair pour moi. Je ne sais pas si Nassim, tu peux apporter quelques précisions si tu en as besoin, Olivier, dans le chat. Je veux bien, je vais essayer de répondre et Nassim, si je te laisse compléter ta question si je réponds à côté. Les 400, ça va vraiment dépendre du parcours utilisateur. Tout à l'heure, j'ai dit une 402, payment required, c'est invalide, c'est valide, pardon, mais c'est not good, donc c'est bad. Sur une vue de profil. Par contre, quand je parcours mon parcours utilisateur, je vais au bout de mon panier pour faire passer ma commande, c'est une réponse que j'attends un moment. Donc celle-là, elle sera good à ce moment-là. Et de la même manière, les autres, une not found et des choses comme ça peut être des réponses valides. Une 404, typiquement,
J'ai demandé la page /profil/Toto. J'ai pas d'utilisateur Toto. C'est normal que je prenne une 404. C'est une good answer. Et c'est quelque chose auquel je m'attends parce que j'ai demandé une ressource qui n'existe pas. C'est normal que je prenne une 404 ou une 401, 403 sur un authorized et forbidden. J'ai demandé quelque chose alors que j'ai pas le droit d'y aller. C'est une good answer. C'est quelque chose que j'attends. Sur Wikipédia, a priori, si vous avez une 401 ou une 403, quand vous êtes juste en consultation, c'est plus de la good. Elle est valide, mais elle n'est pas good parce que vous attendez pas à avoir du forbidden sur un site public. Donc, il y a pas de SLI magique où on peut dire c'est le SLI qui correspond à tout le monde. Il est vraiment à tailler en fonction de votre parcours utilisateur en se disant, dans mon cas précis, sur ce parcours-là, quels sont les besoins et quelles sont les erreurs, qu'est-ce qui va remonter, qu'est-ce qui est pour moi une erreur et qu'est-ce qui n'en est pas une. Et une fois de plus, hein, si le SRI donne le droit à l'échec au niveau applicatif, donnez-vous aussi le droit à l'échec sur la mise en œuvre de SRI. Donc, peut-être que vous allez exclure les 404 et vous allez vous rendre compte que finalement, il y a beaucoup de gens sur votre applicatif qui font des requêtes, qui tapent leur URL et qui la tapent mal. Donc, ça vous balance des 404. Peut-être que c'était à la good answer et que vous n'allez pas venir polluer vos métriques parce que vous prenez une DDoS, une DDoS avec des attaques en masse sur tous les noms d'utilisateurs possibles et imaginables, ça passe le DICO. Vous allez prendre des 404 dans tous les sens. C'est pas fondamentalement, vous n'avez pas un problème fondamentalement sur votre availability ou quoi, selon l'indicateur que vous mesurez. C'est juste que non, c'est des bonnes réponses. Parmi le flot de réponses, c'est des bonnes réponses parce qu'on vous demande des choses qui n'existent pas. Est-ce que ça répond à la question, Nassim? Visiblement, oui. Top. Il reste plus que 2 questions, on dépasse un peu, mais si vous pouvez rester, tant mieux. Donc, question de Gaël. De quelles erreurs s'agit-il? Les incidents, les erreurs par design, par exemple, si on a des interruptions de service lors des mises à jour ou des bugs. J'imagine que la question, c'était lié à la consommation de l'erreur budget. En fait, quelles sont les erreurs qui viennent consommer l'erreur budget? Alors, si j'ai bien compris, alors j'ai une mise à jour système, par exemple. Je me suis fixé un objectif à 90% sur la journée. C'est plus simple pour calculer. Donc, j'ai le droit à 2,4 heures, donc 2h30 globalement, d'indispo. Si j'ai une mise à jour de mon système et qu'elle dure 2 heures, ben, il me reste 0,4 heures, 25 minutes de dispo pour faire d'autres choses, potentiellement avec des erreurs, sur ma journée. Donc là, on n'a pas une erreur directe, mais par contre, mon indicateur, qui peut être par exemple avec la mise en œuvre d'un robot, hein, qui vient requêter mon site toutes les secondes, par exemple, pour voir s'il répond, ben, je vois que ma dispo, j'ai pas de dispo. Donc, j'ai pas de réponse, pas de dispo, ok. Je vais inscrire ça dans mon monitoring. Je sais que je suis en train de dégrader de consommer mon erreur budget puisque j'atteins pas mon objectif de dispo. J'ai pas de dispo, ok, ça dégrade mon erreur budget. Et donc, ça me laisse moins de temps pour faire du reste. Donc, on n'a pas forcément un code retour, un code d'erreur en retour, hein, pour aller consommer du budget. Ok, et donc dernière question de Jordi concernant les good metrics. Quid des indicateurs de performance du service fourni? Répercussion avec le niveau de satisfaction client. Je sais pas si tu veux la question, j'imagine que c'est est-ce que les indicateurs de performance tels qu'ils sont mesurés font partie des good metrics? Bien sûr, bien sûr. Alors, donc là, on est à nouveau dans notre menu, hein, on est sur la partie requête-réponse et sur la partie latence. Et c'est clairement, la latence, ça fait clairement partie des performances, mais on avait sur le storage, on avait le throughput et la latence aussi. Sur le data processing, on avait également le throughput. Donc, c'est de la performance brute. Et donc, c'est des choses qu'on va mesurer. Je reprends mon exemple de Netflix tout à l'heure, hein. Je suis Netflix, je connais pas les chiffres, hein, mais j'ai 100 000 clients en France, dont 20 000 qui payent le format le plus haut, là, premium, quelque chose comme ça, et donc qui attendent de la 4K Ultra HD. Je dois mesurer que mon throughput de data processing, il est capable de sortir 20 000 vidéos, ou je sais pas combien il y en a, j'ai 10% d'utilisateurs en médian en parallèle, donc j'ai 2000 utilisateurs qui demandent de la 4K Ultra HD. Je dois m'assurer que mon
système est capable de délivrer ce débit-là. Et je dois m'assurer ou je dois m'assurer sur un autre service que ma latence, j'ai 90% de mes requêtes en moins de 200 millisecondes, 95% en moins de 300 millisecondes, etc. Et donc, je vais vraiment construire mon erreur budget en fonction de ça, et la performance en fait pleinement partie. Une fois de plus, on va mesurer des choses différentes selon les services qu'on est. Netflix n'a pas tout à fait les mêmes besoins que l'application de gestion qui vous permet de saisir votre temps passé au mois si vous êtes en société de service, ou pas forcément de service d'ailleurs, mais votre temps passé, sur chaque activité dans votre entreprise. C'est une application de gestion, vous êtes captif de cette application, donc vous n'avez pas forcément exactement les mêmes enjeux et pas forcément les mêmes besoins de performance. Donc là, on va pas mettre les mêmes objectifs et potentiellement pas mettre non plus les mêmes indicateurs, juste parce qu'on n'a pas le même métier. Ok, bon, on a fini. Une dernière question de Ludovic qui se demande qui est ce célèbre Laurent Grandjeau. Lui, il connaît. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, venez le 19 janvier, je pense. De mémoire, Exactement. sur France DevOps et vous aurez l'occasion de l'entendre. Exactement. Et comme c'est un speaker qui parle beaucoup en France, c'est pour ça que je le citais et qu'il m'a cité cette phrase cette semaine encore. Donc, je me suis permis de le reprendre. Bien, Voilà. merci beaucoup, Olivier. Merci à tous Merci à vous. d'avoir été présents. Et puis, à très bientôt et bon après-midi. Ça marche. Merci. Bon après-midi à tous. Salut. Merci. Salut.